Bonjour tout le monde. Je suis très, très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de Dialogue McGill. On est très, très heureux d'avoir un groupe d'experts, autant communautaires que d'experts de recherche qui sont ici avec nous de divers pays, de diverses provinces, de diverses régions. Puis on va parler aujourd'hui de l'accès aux soins de santé puis aux services sociaux pour les minorités linguistiques. Alors, le sujet principal est vraiment de parler des pratiques exemplaires et des résultats probants. Alors, welcome everyone. So at the beginning, we're gonna be Alors, bonjour switching. tout le monde. Au tout début, on va passer un peu de l'anglais au français. Nous avons des interprètes avec nous aujourd'hui. Et Jacqueline Vachon, la directrice associée, va vous expliquer un peu le fonctionnement. Alors, Jacqueline, allez-y. Oh, en passant, nous avons 225 personnes au moins qui sont inscrites pour la conférence, donc très enthousiasmant. Bien sûr, les gens vont probablement venir et repartir au fil de la journée. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup de participer en si grand nombre. Nous avons plusieurs personnes qui représentent différents groupes. Nous avons donc Santé Canada avec nous, le M3S, Sociaux, les réseaux communautaires, les institutions d'éducation. Alors maintenant, j'aimerais aussi remercier beaucoup ceux qui nous financent pour le projet Dialogue McGill, alors Santé Canada et le Bureau d'appui aux communautés de langue officielle. Alors, il me fait maintenant plaisir de vous présenter Jacqueline Vachon, qui est directrice associée à Dialogue McGill. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, alors on a une bonne complicité, puis j'espère que vous allez voir aujourd'hui cette complicité qui fait que ça devrait être une journée qui se passe bien. Alors, Jacqueline. Oui, bonjour, hello everyone. Je suis désolée pour mon accent. J'ai immigré au Canada et j'ai un accent américain. Mais nous avons d'interprétation. Je vais partager mon écran juste un instant. Et voilà. Donc, nous avons l'interprétation. C'est possible de cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de l'écran. If you want to choose interpretation, you can go ahead and choose it from the bottom. Alors, si vous voulez entendre les interprètes, vous allez au bas de l'écran, comme je l'ai montré, voilà, avec l'icône du globe, vous cliquez. Il est possible de passer d'une langue à l'autre. Changer entre le français et anglais pendant les conférences. Also, the conference will be recorded. La conférence également est enregistrée. Sera enregistrée pendant les conférences et l'enregistré sera disponible après la conférence. The presentation, the recorded presentation will be available. Les conférences enregistrées seront donc disponibles ultérieurement. Pendant la conférence, please go ahead and take a break at any time. Et aussi, si vous avez besoin d'une pause à quelque moment que ce soit, allez-y et prenez-la sans problème. Nous avons beaucoup de personnes présentes aujourd'hui. We have a lot of presenters today. And, please feel free to ask any questions in the chat. Vous pouvez poser vos questions dans le clavardage, vous pouvez l'utiliser. Et commentaires. And I would like to also say that J'aimerais vous mentionner également que, voilà, je veux remercier en fait Santé Canada d'être avec nous aujourd'hui. Jonathan, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, faire jouer la capsule vidéo pour la reconnaissance territoriale? Absolutely. Bien sûr. It should be on screen. There you go.
Back to you, Jacqueline. Alors, merci, Jonathan. Et donc, on passe déjà à notre première conférencière invitée. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter professeur Frederica Nyquist, qui vient de la Finlande. Alors, elle est Associate Professor in Social Policy at the Abo Academy University in Finland. Her current area of study is active aging, well-being and loneliness. La chercheure Frederica Nyquist fait des recherches sur l'isolement et le vieillissement, notamment, en particulier sous la lentille des minorités linguistiques. On se concentre donc aujourd'hui sur les minorités de langues officielles. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir présenté. Je vais partager mon écran dans un instant. Now, I assume it's okay seeing the full screen. Parfait. Alors, je pense que vous pouvez bien voir à présent. Je suis très heureuse d'être invitée à la conférence. Il s'agit d'un sujet très pertinent pour les locuteurs en Finlande, donc du suédois. Je suis, comme on l'a dit, professeur associé à la Cornwall Université ou Académie plutôt de l'Université de la Finlande. Mon titre, peu nombreux et en situation minoritaire, les minorités de langues officielles. J'ai en fait pris la première partie du titre de ma présentation. Je l'ai emprunté d'une publication récente dans une revue scientifique canadienne. On va donc parler un peu de cette publication. Il s'agissait d'une édition spéciale, en fait, de la revue. On y reviendra tout à l'heure. Moi, je suis une locutrice du suédois en Finlande. Il y en a environ 5 en Finlande. Je suis née, j'ai grandi sur les îles Åland. Il s'agit d'une communauté qui parle le suédois. Cette région a son propre parlement, son propre drapeau. C'est une région autonome, mais on ne peut pas étudier à l'université sur l'île. Et donc, comme bien d'autres jeunes perceurs, j'ai dû me rendre ailleurs pour étudier à l'université. Et j'y suis restée donc depuis. Je vis dans une région bilingue à présent de la Finlande. La région dans laquelle je vis a une majorité de locuteurs suédois, donc à un peu plus de 50 %. Donc ici, on peut vivre en étant locuteur suédois, mais bien sûr, ce n'est pas le cas dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, je vais vous donner un peu de contexte par rapport à la situation en Finlande. Je vais aussi partager des résultats d'un projet de recherche que nous avons mené, qui s'est terminé au mois d'août, donc le projet AgeMin. Et j'aimerais terminer ensuite ma présentation en vous parlant un peu de cette édition spéciale de la revue scientifique Minorités linguistiques et société. Si on a le temps, on pourra prendre des questions tout à l'heure. Je serai heureuse de vous répondre et de prendre vos questions. Alors, commençons avec une mise en contexte. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup au sujet de la Finlande. Donc, la Finlande est un petit pays comparé au Canada. Il y a 5,5 millions d'habitants. Environ 5 d'entre eux sont des locuteurs du suédois. En Finlande, on peut
être finlandais, suédois ou autre. On est donc enregistré auprès du gouvernement en fonction de notre langue. Alors, moi, à titre de locutrice suédoise, je reçois mes communications gouvernementales, donc par rapport à l'impôt, par exemple, etc. Je les reçois en suédois. Mais on peut aussi changer la langue de correspondance sélectionnée. La Finlande fait partie de la communauté du Nord avec l'Islande, le Danemark, etc. Nous avons été influencés, bien sûr, fortement aussi par la Russie à l'Est, mais politiquement, légalement, nous tendons plutôt à ressembler aux autres pays scandinaves et du Nord. J'aimerais parler un peu de l'aspect démographique et des aspects qui évoluent pendant les dernières décennies. Vous voyez donc des statistiques de 1950 et de 2018 par rapport à la langue et à l'âge. Donc, nous sommes un pays vieillissant. Une partie de la population, donc en 1950, 6 seulement de la population était âgée de 65 à 84 ans. Et en 2018, le chiffre a fait un bond à près de 20 On est dans la même situation au Canada et dans bien d'autres pays. Cela entraîne de grandes conséquences, de grandes répercussions sur les soins de santé, les services sociaux et pouvoir ainsi s'assurer que les services soient bien mis sur pied. Comparé au Canada, la Finlande est un pays assez homogène. Nous avons donc deux langues officielles, le finlandais et le suédois. Et les grands groupes linguistiques sont ensuite l'estonien, le russe, pardon, l'arabe. Nous voyons donc aussi la langue sami. C'est la langue où ça appartient, pardon, aux langues autochtones du territoire. On le trouve aussi en Norvège et quelques autres pays, ainsi qu'un petit peu en Russie. Il s'agit donc de langues qui n'ont pas un statut officiel. Certaines des langues donc, ont un statut officiel, par exemple la langue des signes et une langue aussi qui est utilisée dans certaines zones du pays. Ainsi, le pays est devenu un peu moins homogène côté linguistique. Pourquoi donc se retrouve-t-on dans cette situation? Eh bien, c'est un héritage historique. La Finlande a fait partie de la Suède pendant bien des années. Et ensuite, la Suède a perdu la Finlande au profit de la Russie en 1809. Ensuite, le pays a obtenu son indépendance de la Russie en 1917. Donc, la Finlande est un très jeune pays. Nous avons donc un système similaire, donc par rapport à la religion, système légal, un modèle aussi par rapport à l'aide sociale. Il est similaire donc en Norvège, en Suède, au Danemark, en Islande. C'est donc le gouvernement qui est le grand pourvoyeur en matière de services sociaux et de soins de santé.
Nous avons aussi une égalité socio-économique relative, un taux de pauvreté assez faible et donc une relative homogénéité par rapport à l'ethnicité et la religion. Certaines personnes disent que les locuteurs suédois en Finlande ont beaucoup de soutien législatif. Cet appui du côté de la loi est défini donc, dans la Constitution, premièrement. On dit donc dans la Constitution que les langues nationales de la Finlande sont le finlandais et le suédois. Cela est tout à fait cohérent avec l'approche d'autres pays, par exemple la Belgique, la Suisse, l'Irlande, le Luxembourg. La loi sur la langue donc de 2003 vient aussi ajouter à ce que dit la Constitution. Elle vient encadrer les devoirs et les droits des locuteurs du finlandais et du suédois. Il y a aussi un cadre législatif spécial par rapport aux droits linguistiques qui s'applique notamment aux soins de santé et aux services sociaux. Dans la loi sur les langues, on lit que si l'on vit dans une municipalité bilingue, la municipalité a l'obligation à ce moment-là de fournir des services dans les deux langues. La loi linguistique, la loi sur les langues nous dit aussi que si une municipalité est bilingue, si un groupe linguistique minoritaire est de 8 donc un chiffre assez petit, alors la ville sera considérée bilingue, justement. La ville est considérée bilingue à partir du moment où il y a 8 de ses habitants qui parlent une langue donnée. La municipalité est l'entité qui s'occupe de beaucoup de soins de santé et de services sociaux en Finlande. Vous voyez une carte ici où on voit justement les îles que j'ai mentionnées, c'est là d'où je viens. Et ensuite, il y a environ 33 municipalités sur la côte ouest et sur la côte sud du pays qui sont bilingues. Environ la moitié de ces villes ont donc une majorité de locuteurs finlandais et l'autre moitié, une majorité de locuteurs suédois. Nous avons une réforme qui s'en vient en 2023. Certaines choses vont être centralisées, donc du côté services sociaux et soins de santé. Il y aura des districts qui seront créés. Ça a été un processus long et ardu pour réformer ces services, mais vous voyez donc sur la carte que plus tard, à partir de 2023, il y aura seulement deux districts, deux zones du pays où vous aurez accès à des services soit en finlandais, soit en suédois. Les droits linguistiques font l'objet d'un examen chaque 4 ans. Il y a des rapports émis par les gouvernements qui sont soumis au Parlement, donc à intervalles réguliers. Et le rapport revoit l'application du cadre qui couvre l'aspect linguistique, les droits linguistiques et le nombre de locuteurs de chaque langue au pays. Comment cela s'articule-t-il dans les municipalités? Eh bien, un sondage est envoyé aux municipalités bilingues par rapport à leur niveau de satisfaction ainsi que leur attitude par rapport à divers groupes linguistiques. Ce sondage est mené à tous les 4 ans. Nous avons utilisé ces données aux fins de notre contribution à certaines études
pour les groupes linguistiques minoritaires. Vous voyez ici, étant donné que nous sommes peu nombreux en situation minoritaire, à titre de locuteur suédois, on a voulu se concentrer sur ces groupes minoritaires. Nous avons besoin de plus en plus de soins de santé. Cela vient avec la population vieillissante. Et nous savons que même si nous avons appris une seconde langue, il peut être difficile de s'exprimer dans cette deuxième langue, surtout si on a des troubles de mémoire ou troubles cognitifs. Donc, on s'est concentré surtout sur les personnes âgées. Nous avons étudié deux groupes linguistiques. On s'est demandé donc comment c'était de vivre à titre de locuteur finlandais dans une communauté à majorité suédoise et inversement, donc, dans les deux situations. Donc, les locuteurs finlandais sont, dans certaines situations, considérés les locuteurs en situation minoritaire. Nous avons divisé aussi les groupes linguistiques en 4 catégories. Donc, des personnes unilingues, des personnes bilingues. On s'est intéressé donc à la satisfaction des gens et à leur attitude par rapport à ces deux langues. Nous avons bien sûr des paramètres témoins et ce qu'on a découvert, c'est que les locuteurs suédois, à la fois unilingues et bilingues, étaient moins satisfaits des services reçus. Des résultats similaires ont été observés lorsqu'on a posé la question par rapport à la discrimination. A-t-on été victime de discrimination ou harcelé par rapport à sa langue de locution? Et vous avez les résultats à l'écran. Malgré ce cadre législatif robuste, pourtant, pour protéger les deux langues en Finlande, on a bien observé qu'il est plus difficile en Finlande d'être une minorité, donc locuteur suédois. Ces résultats ne sont pas étonnants et ça rime aussi avec le rapport présenté par le gouvernement sur les droits linguistiques en Finlande. En passant, cet article est accessible en ligne si vous y êtes intéressé. Voyons, voilà, OK. Ma prochaine diapo. Je crois qu'il est intéressant aussi de se concentrer sur les groupes linguistiques, étant donné qu'au moins en Finlande, il y a des différences d'issues de santé en fonction de la langue parlée. Lorsqu'on compare les groupes minoritaires aux groupes majoritaires, les groupes majoritaires ont typiquement une situation de santé meilleure que les minorités. Mais en fait, en Finlande, c'est l'inverse. Les locuteurs suédois sont en meilleure situation de santé que les locuteurs finlandais. La différence ou l'écart n'est pas énorme, mais néanmoins systématique. On parle, par exemple, de rente d'invalidité, de mortalité, d'état de santé perçu. Il y a des études donc, qui se sont penchées sur ces différentes sphères et dans tous les cas, il s'est avéré que les locuteurs suédois avaient de meilleurs résultats. Il y a différentes explications possibles par rapport à ces inégalités en santé liées à la langue. Bien sûr, tout cela est assez complexe, comprendre les différences en état de santé, puisqu'il y a beaucoup de facteurs à tenir en compte.
Il y a des gens qui se disent que c'est la situation d'emploi qui pourrait changer la donne. Il y a aussi des différences régionales. Les comportements aussi et les habitudes de vie sont différentes. Bien sûr, l'aspect génétique pourrait aussi y jouer un rôle, mais qu'on ne sait pas à quel point. Et la sphère qui m'intéresse tout particulièrement sont les ressources sociales qui viendraient expliquer ces facteurs de santé. Les locuteurs suédois font partie de communautés très robustes et ont un capital social possiblement accru par rapport aux locuteurs finlandais. Et ça pourrait être une explication par rapport à l'écart de résultats de santé. Avant de passer à la prochaine thématique, j'aimerais dire quelques mots par rapport à la situation en Union européenne. Vous savez probablement que nous faisons partie de l'Union européenne. Il y a 24 langues officielles reconnues dans l'Union européenne. 10 d'entre ces langues sont des minorités linguistiques. Et vous voyez sur la carte les pays donc, que j'ai mentionnés déjà qui ont plus d'une langue officielle. Mais il y a beaucoup de langues dans lesquelles il y a une langue minoritaire avec un statut officiel. Par exemple, en Espagne. Je m'y suis rendue récemment, justement, pour en apprendre plus là-dessus. Sur les pays basques. Le basque est une langue parlée donc en Espagne. Il ne s'agit pas d'une langue nationale, mais d'une langue parlée dans une zone, mais qui a donc un statut officiel. Il y a aussi la charte européenne qui a été rédigée donc en 1992 afin d'appuyer la diversité linguistique. Cette charte, donc, est là et le multilingualisme est aussi bien présent et bien vivant au sein de l'Union européenne. Donc, je passe au prochain sujet de ma présentation. Je vais vous parler de certains des résultats de notre projet qui s'est terminé l'automne dernier. Et pour expliquer ce produit, je dois vous donner des antécédents. Donc, il y a des gens ici sur la photo qui étaient à la conférence, mais un an avant ça, donc en 2017, j'ai postulé pour du financement de recherche et je voulais avoir de la collaboration internationale. J'en cherchais au Canada. Je n'avais pas de contact au Canada, mais après avoir envoyé des courriels aux gens, il y a eu le professeur Bouchard de l'Université d'Ottawa et un autre au service de communauté CHSSN. Et on a quand même pu recevoir donc des trucs en Finlande. On a organisé un séminaire avec des différences sur les santé et les services sociaux. Et on peut voir ici qu'il y a le directeur ici qui nous parle des minorités linguistiques suédoises en Finlande. On voit qu'il y a des services qu'ils reçoivent à travers toute leur vie, même à leur âge aîné, dans le vieillissement. Et donc, on a commencé à planifier pour ces enjeux linguistiques de minorité linguistique, donc jusqu'à 2021. Il y a Jennifer et Louise. Donc, j'ai postulé pour avoir
d'autres financements. Et finalement, j'ai eu un projet qui s'est appelé AgeMin, donc minorité de l'âge, qui insiste sur les adultes ou les minorités linguistiques au niveau, dans un contexte national et international. Donc, si vous êtes intéressé, je vous prie de visiter notre site Web. Vous voyez l'adresse ici, ci-bas. Donc, c'était un projet sur 2 ans. On a commencé au début de l'automne 2018 et quelques mois par la suite, on a visité le Canada, à Ottawa, Québec et Montréal. C'était moi-même, mon étudiant doctorant, et on a visité les districts parce que c'est juste quelques mois avant la pandémie, le début. Et c'était une expérience d'apprentissage formidable pour nous. Donc, on a pu voir les minorités linguistiques françaises qui résident à Québec et au Québec également. Et ce que j'ai appris de ce voyage, c'est que la Finlande est un tout petit pays comparé au Canada. Et nous vivons dans une même région, alors qu'au Canada, vous avez un énorme pays, donc c'est un plus grand défi d'organiser des services sociaux. Et Jennifer vous montre à quel endroit vous pouvez voir les anglophones du Québec et qui les soutient. C'est fort différent de la Finlande. Et ce qu'on a par contre en commun, c'est qu'on a des autochtones comme vous, et par contre, ils n'ont pas, les mêmes droits comme les Suédois, et ils n'ont pas les mêmes droits que les Suédois, par contre. Et vous allez remarquer également que les enjeux linguistiques découlent des enjeux politiques, et je pense qu'il y a plus de ça au Canada. L'attitude des Finlandais par rapport aux minorités linguistiques, c'est par rapport à qui siège au gouvernement. Et lorsqu'on a les Suédois qui soutenaient le gouvernement, l'attitude est beaucoup plus positive envers les minorités linguistiques, y compris les Suédois. Et le dernier gouvernement, il y avait un parti d'opposition, et donc l'attitude envers les Suédois et la langue suédoise et les minorités était vraiment inférieure. Et donc, il faut regarder les défis pour obtenir des services dans les langues. C'est commun également pour la Finlande et le Canada. En résultat de cette visite du Canada, on a poursuivi la collaboration. On a publié avec d'autres chercheurs francophones, et on a publié en mai de cette année, un titre étant l'exclusion sociale avec les minorités linguistiques chez les adultes aînés. Et ça, c'est disponible sur l'Internet si vous voulez y avoir accès. Et cette étude, on a utilisé donc l'exclusion sociale. On était très inspiré par le travail de Walsh et de ses collègues. Walsh, et il y avait une vue très complète de l'exclusion des gens vieillissants, le matériel, les ressources financières, les relations sociales, la participation, les services disponibles, les voisinages, les collectivités. Et
Voilà, donc on argumentait également qu'il fallait tenir compte des langues pour comprendre l'exclusion sociale des gens aînés. Donc, on a cherché des articles scientifiques publiés entre 2001 jusqu'à 2019 dans différentes langues. On a utilisé des mots-clés quant à l'inclusion sociale, l'exclusion, les adultes aînés, les minorités linguistiques. Et puis, on a trouvé 42 articles qui rencontrent ces critères-là. Donc, on a divisé ça en 3 thèmes. On a appelé ça les influences socio-économiques, la participation sociale et les conditions sociétales. Et je vais vous parler un peu plus du thème des conditions sociétales, car ça tient compte du social et des soins de santé quand on parle de ça. Dans ce groupe, on a défini le plus grand nombre d'études, plusieurs du Canada. Au Canada, il y a eu beaucoup de recherches en ce qui a trait à l'accès aux services, mais on pouvait trouver des résultats semblables à travers tous les pays, en Finlande et donc en ce qui a trait donc aux services. Et donc, il y a les hauts et les bas. On essaie de voir lorsqu'on a accès aux services dans les régions, mais donc dans les critiques, on voit également que les anglophones et les francophones rencontrent également des obstacles. Et dans ce groupe, on en avait également une étude des francophones et les Finlandais qui parlaient le suédois. Et ça dépendait donc beaucoup des services de la concentration de la vitalité des minorités linguistiques. Et donc, si les minorités étaient à 30 ou plus, à ce moment-là, on pouvait facilement avoir accès aux services en suédois. Mais si c'était inférieur à 30 ça pouvait être plus difficile. C'est ce qui se passe en Finlande. Donc, on a conclu que de parler la langue minoritaire, ça résultait dans des restrictions dans l'accès aux services, des obstacles de langue et des périodes d'attente également. Donc, avec la COVID également. Mais les Finlandais avaient des entrevues plus complètes par opposition aux ceux qui parlaient le suédois. Il n'y avait pas autant d'informations qu'en finlandais. On a dit également qu'il y a un besoin de plus grande compréhension des réalités contextuelles minoritaires dans les 2 environnements linguistiques et des services dans la langue minoritaire. Et ça requiert également des réformes structurelles politiques en faveur des minorités linguistiques pour ces minorités linguistiques. Donc. Et finalement, vous allez peut-être m'arrêter si je dépasse trop le temps. Je crois qu'il me reste encore un peu de temps. Oui, ça va. Ça va très bien, merci. Donc, il y a sur les minorités linguistiques et sociétés dont je vous ai parlé. Donc, c'était basé en Finlande en 2018. Avant que ce soit publié, il y avait les textes du professeur Bouchard. On peut trouver d'autres projets maintenant. Et dans on a donc 10 contributions de la Finlande, du Canada et l'Espagne. Le titre est assez long pour
ce truc-là, politique publique et pratiques citoyennes soutenant les services sociaux de santé pour les communautés minoritaires de langue officielle et co-officielle, une perspective internationale, ce qui a été accompli et ce qui reste à faire. Donc, je vais passer quelques instants à vous parler de ce qui s'est fait ou ce que l'on a appris de ça, des faiblesses qu'il faudra dépasser dans l'avenir. Ce qu'on a appris de cet article, c'est qu'il y a une mondialisation accrue, une migration internationale également, avec les déplacements de réfugiés et le débat sur les langues officielles et co-officielles. Donc, on est multilingue, mais les gens qui sont d'âge de travail, et on espère également que quand ils vieillissent, on essaie de voir comment on fournir des services de grande qualité aux autres minorités linguistiques, aux autres groupes, à part les Finlandais et les Suédois. Donc, c'est une migration et mondialisation qui complexifie le débat. Donc, ce n'est pas juste au sujet de Finlandais et Suédois, c'est au sujet des groupes linguistiques. On sait également que les obstacles linguistiques à la santé et aux services sociaux sont également là, surtout lorsqu'on ne peut pas parler la langue première. Donc, ça devient un enjeu de droit humain, c'est un sujet de la qualité. Donc, mais ce qui est également bien, c'est qu'on voit une législation accrue. C'est un développement positif, mais on voit également des nouvelles approches. Les chercheurs continuent de parler d'offres actives aussi au Canada. Lorsque je suis allée au Pays basque l'an dernier, on parlait également d'offres actives. Donc, c'est quelque chose dont ils font la promotion. Et également, des soins centrés sur les personnes et les patients. Et ça, c'est dans toutes les langues et c'est très important. Donc, la formation professionnelle, comment former les professionnels pour qu'ils puissent avoir ces langues, c'est également tenu en compte. C'est très important d'avoir de la documentation sur les pratiques exemplaires, donc de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les données probantes. Et également, il faut voir l'importance des organisations civiques. Elles sont fort importantes dans la promotion de la santé ou de l'accès aux services sociaux. Et vous avez ça également, des organisations civiques très importantes dans votre pays. Donc, ce sont des thèmes communs dans les contributions. Et puis, quels sont les manquements? Il y a de bonnes pratiques, mais quels sont qu'est-ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas? Donc, on a une approche holistique qui intègre les pratiques exemplaires lorsque c'est requis. Il y a de la législation, des politiques pour les politiques et c'est bon. Mais donc, il y a l'implantation manque. Ça manque également en Finlande, en dépit de la législation. On a également vu qu'il y a des lacunes au niveau social, des travailleurs sociaux. Surtout, chez nous également, en Finlande, il y a un manque de soins généraux et de travailleurs bilingues, donc dans le secteur de la santé et sociale. Ça, c'est un séminaire qui a été organisé il y a 1 an.
Et j'étais juste contente d'avoir vu qu'il y avait un séminaire. Donc, il y a d'autres gens qui se penchent sur les mêmes sujets que vous, pardon, des experts de différentes régions de l'Europe et du Québec également. C'est un enjeu pressant, pas seulement au Canada. Et donc, je pense que c'est bien de faire du réseautage pour avoir accès à ces services, les études sur les minorités linguistiques. Et voilà ma photo ou ma diapo finale. Je terminerai avec des commentaires qui ont été logés dans le rapport et publiés en suédois plus tôt l'automne dernier par MACMA, qui est un groupe de pensée finlandais, lequel rapport a été fait avec des thèmes finlandais qui travaillent depuis à peu près 20 ans en Belgique et qui travaille comme un conseiller sur les nationalités. Et donc, dans ce rapport-là, il a communiqué avec les gens pour voir ce qu'il faisait pour aider les minorités linguistiques en termes d'éducation, médias et tout. Et donc, il a essayé de résumer quelques points et de dire, voilà ce qui était important pour les minorités linguistiques en Finlande. Et donc, on voudrait terminer là-dessus. Ce qu'ils disent, et on l'a également présenté dans un article spécial pour dire qu'il y a de bonnes pratiques qui existent, mais on ne peut pas faire du copier-coller sur les pratiques exemplaires. Il faut apprendre de l'un de l'autre et s'adapter, s'ajuster. Ça dit également que dans les régions où il y a un plan, une stratégie linguistique, comme par exemple dans le pays de Galles et Tyrol du Sud, l'Irlande, le Pays basque et la Catalogne, et il y a une langue minoritaire et il faudrait avoir un plan national. Et c'était là donc à partir de 2002, donc c'était passé date. Et le gouvernement a présenté une nouvelle stratégie pour les gens qui parlaient le suédois en Finlande, juste le décembre dernier. Donc, on a une nouvelle stratégie avec 62 stratégies à savoir comment améliorer la situation linguistique des gens qui s'expriment en suédois. Et c'est très ça s'applique, ça se rapporte à 2 points. Donc, les défis d'avoir une population vieillissante en Finlande, et ça s'applique aux ceux qui parlent le finlandais et le suédois. Et ceux qui ont émigré en Finlande et qui parlent le suédois, donc il y a une stratégie pour discuter davantage et changer la situation. Et ça devrait être également une possibilité d'être intégré en suédois. Donc, il y a un manque de gens qui s'occupent des gens plus âgés. On a besoin davantage de gens qui travaillent dans les résidences d'aînés. Et avec il y a beaucoup de jeunes Suédois qui sont partis de la Finlande. Je pense que c'est la même situation qui s'est produite au Québec. Il y a des gens qui sont partis pour aller travailler ou leurs études. Et le pays le plus populaire bien temps étant la Suède.
Et donc, il y a des Finlandais qui parlent le suédois qui sont partis ou qui sont partis de la Finlande. Et dans les statistiques, il y a seulement la moitié du groupe qui semble revenir en Finlande en raison de ces défis de langue minoritaire. Je crois que j'ai utilisé tout mon temps. Je termine ici avec une photo du campus à mon université. Si vous êtes intéressé à venir en Finlande, comme Jennifer et Louise l'ont fait, je vous remercie. Donc, des différentes langues. Il y a Tak, Kitos, thank you, merci. Et voici mon adresse courriel que vous pouvez voir si jamais vous voulez nous en revenir. Merci beaucoup. Merci, Frédérica. Ça nous a donné une bonne idée des défis qui sont présentés en Finlande. Je vois encore des questions. Jackie va faciliter la période de questions. On a beaucoup de merci et de remerciements et de bons commentaires. Peut-être que c'est une question plus sociologique, mais comment le gouvernement attache du pouvoir et des entités, le coût de livrer des services et de plusieurs langues ne semble pas être présenter des obstacles pour les sociétés. Je pense que c'est une question de gouvernement qui est attaché au pouvoir et à l'identité politique linguistique. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris la question, mais peut-être que ça concerne les coûts des services finlandais dans plusieurs langues. On a discuté de ça la semaine dernière dans différents pays parce qu'il y a plusieurs politiciens qui étaient là puis on demandait qu'est-ce qui est un fardeau de donner les services dans plusieurs langues. Ils pensaient que ce n'était pas un coût sociétal. Ils mentionnaient qu'il devait avoir de la cohésion. Et c'était bon, la cohésion sociale, l'identité et de vivre dans une société multilingue. Et c'était parfait et ça faisait la promotion de la santé d'avoir ce type de stratégie à un niveau politique. La deuxième question, c'est que le nombre de Suédois, ceux qui parlent le suédois est à la baisse. Est-ce que ça a eu un impact sur la disponibilité des services de santé sociaux? Oui, question très importante. Si on regarde plus en arrière, il y a au-delà de 100 ans, il y avait à peu près 12 à 15 qui parlaient le suédois, mais il y a eu beaucoup d'émigration en Suède, surtout dans les années 60 et 70, mais il y a encore de langue suédoise qui émigrent en Suède. Donc, comment est-ce qu'on obtient que ces gens-là reviennent et restent? Parce que, en conséquence, ça a un impact sur les services des minorités linguistiques. Dans ma région, même si je suis dans une région très bilingue, il y a un manque de travailleurs sociaux bilingues, de médecins et de soins de santé. Donc, il y a un effet, il y a des conséquences, des impacts sur les services négatifs. Quelqu'un a demandé les langues suédoises et finlandaises, est-ce qu'elles sont assez semblables ou c'est aussi différent que le français et l'anglais? Oui, j'ai oublié de le dire. Parce que j'allais dire au début que oui, c'est équivalent au français et l'anglais. C'est complètement différent comme langue. Donc, on ne peut pas comprendre, si on connaît seulement le suédois, on ne peut pas comprendre le finlandais. À titre de personnes qui parlent le suédois, je comprends le finlandais
c'est un peu différent. Le islandique, pardon, qui est un petit peu différent. Mais et ça, c'est également très intéressant parce qu'avec l'expérience espagnole, c'est très différent de l'espagnol de comparer au catalanais. Et le catalanais et l'espagnol sont un peu plus semblables. Donc, voilà. Donc, le finlandais et le suédois, c'est très différent. Vous aviez mentionné auparavant que s'il y avait 8 ou moins de minorités linguistiques, on pouvait voir, ils pouvaient recevoir des services. Ça veut dire donc que le russe et l'arabe, ça veut dire qu'on doit traduire les documents officiels. C'est quoi les implications? Ben, c'était seulement donc non en suédois et en finlandais, pas les autres langues, parce que ce sont les langues officielles, donc ils ont un statut spécial. C'est dans la loi sur les services de santé qui devraient recevoir les services dans leur santé, mais les municipalités ne sont pas obligées de fournir les services, par exemple, en russe. Je crois qu'on est à un manque de temps. Il y a quelques personnes qui ont eu d'excellents commentaires sur votre présentation. On a quelqu'un qui est un Finlandais qui parle suédois, qui était très heureux de recevoir vos explications et donc on voit que ça ne permet pas le bilinguisme. Donc, je pense que on a peut-être du temps pour un de plus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de protection pour les semi-autochtones? Il y en a. Dans les années 60, il y a eu une conscientisation politique parce que c'était en train de disparaître. Les gens ne pouvaient plus parler le sarmien. C'était une grande introduction. Donc, on a parlé de minorité linguistique et donc, dans la région Sami, au nord de la Finlande, il y a également des droits spéciaux, mais ce ne sont pas des droits aussi forts que ceux qui parlent le suédois et l'autre langue officielle. Donc, merci, très bien. Ce sont toutes les questions que nous avons et le temps est parfait car le prochain commence à 10 heures. Merci.